qui est chair du groupe de travail EDAMED chez MedTech Europe. Merci Laurence. Bonjour tout le monde. Désolé pour mon accent britannique. Je vais essayer de faire le moins de fautes que possible. Et en plus, c'est la première fois que je présente en public depuis plus que 2 ans. Donc, on va parler un petit peu de gestion, fusion et acquisition. Je suis chair du UDAMED Working Group chez MedTech Europe. Je suis aussi directeur associé des affaires réglementaires dans tout ce qui est digital chez Johnson & Johnson. Alors, donc on va parler des différentes étapes. Merci. On va parler des étapes différentes, des fusions et des acquisitions. Je peux regarder là. Les modules clés impactant les fusions et acquisitions qu'on est au courant pour l'instant, car EDAMED c'est assez grand, assez compliqué. Les éléments déclenchant l'attribution d'un nouveau SRN. Le SRN c'est super important. Après, on va aller dans quelques exemples de fusion et acquisition avec le GCP, donc le Global Company Prefix de GS1, et ce qui se passe sans acquisition du GCP aussi. Donc les étapes des fusions et acquisitions. Il y a pas mal, ça démarre avec l'audit au début, ça va jusqu'à vraiment le jour J où le contrat est signé, l'acquisition est faite et l'intégration du société, les 2 sociétés peut-être, et après tout ce qui est routine, tous les processus sont en marche. Ce qui est super, très important, c'est la partie audit tout au début. On va voir que ce qu'on appelle en anglais le due diligence, savoir exactement qu'on est en train d'acheter, quelle est la circonstance du société qu'on achète, qu'est-ce qu'on acquis, qu'est-ce qu'on n'acquit pas, est très critique, car il y a certaines choses dans EDAMED même qui sont figées, qu'on ne peut pas modifier, on ne peut pas changer après un enregistrement. Donc les 2 modules qu'on est au courant pour l'instant qui ont un impact sur EDAMED. Un c'est le module acteur, c'est là qu'on a notre SRN. L'autre module c'est le module UDI. Mais ce que je dis c'est que EDAMED c'est un château de cartes qui est construit sur un train en mouvement. Donc chaque fois qu'on ajoute un niveau, on découvre des soucis ou des challenges avec les niveaux en dessous et les fondations d'EDAMED. Donc, quand on a testé le module UDI tout au début, on a découvert des challenges, des problèmes avec le module Actor. Pareil, maintenant on est en train de vérifier et tester le module Vigilance. Et là, on découvre pas mal de bugs dans le module Vigilance, mais aussi des soucis niveau Actor et niveau UDI. Donc ça, c'est dans des cas de figure très simples, sans parler de mergers et acquisitions. Donc, si vous avez accès au playground, aux bases de tests d'EDAMED, faites le maximum de tests que vous possible. Malheureusement, la base n'est pas ouverte à tout le monde. La Commission européenne garde un accès très restreint à cette base. Ça va être ouvert à tout le monde après que EDAMED est déclaré fully functional, ce qui est mi-2023 pour l'instant. C'est là que tout le monde aurait accès aux bases de tests et pouvait tester leurs données, leur connexion informatique avec EDAMED. Donc, si vous avez accès maintenant, testez-le au maximum. Je parlais du module acteur. Donc, le module acteur, qu'est-ce que c'est? C'est un peu là où on crée notre compte EDAMED. Et on rentre certains détails. À la fin, l'autorité compétente, donc l'ANSM en France, va valider cet enregistrement d'acteurs. Il va donner, ou le système va créer un SRN, donc un Single Registration Number. Et donc le Single Registration Number, c'est un numéro unique pour identifier l'acteur. Ça n'a rien à voir avec le Global Company Prefix de GS1. Il n'y a aucune intelligence qui est liée à un GCP
que nous on utilise pour créer nos GTIN avec l'SRN. C'est deux choses totalement séparées. Il faut prendre ça en compte. Dès qu'on a l'SRN, c'est là qu'on peut commencer à enregistrer nos dispositifs. On peut enregistrer un premier Basic UDIDI d'abord, un IUD-ID de base. Après, on a une IUD-ID de base enregistrée. On peut commencer à enregistrer les IUD-ID. Donc c'est SRN d'abord, IUD-ID de base, après les IUD-ID. Et on commence à fournir la base de données comme ça. On a vu tout à l'heure qu'il y a peu de grands fabricants qui utilisent EDMED pour l'instant, même si l'ANSM nous encourage fortement d'utiliser EDMED. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'est pas stable. Donc, il y a des documentations qui viennent de la Commission européenne qui est différente. Parfois, des documentations qui disent une chose, un autre document qui dit une autre chose. Donc, ce n'est pas cohérent et c'est hyper difficile pour une fabricant de mettre en place leur système, leur connexion informatique avec EDMED tant que la documentation qui vient de la Commission européenne soit fiable et utilisable facilement. Donc, une chose à prendre en compte. Je pense que vers fin de cette année, l'année prochaine, on va commencer à utiliser un peu plus. Il y a déjà des enregistrements dedans. Il y a certains certificats qui sont déjà dedans, mais peu. Donc, le vague va venir beaucoup plus tard. Alors, j'essaie de expliquer cette slide en disant que c'est comme un rond-point en Angleterre. Je ne sais pas si vous avez vu des ronds-points qui sont un peu compliqués, avec plusieurs ronds-points autour d'un autre rond-point. Les ronds-points à l'extérieur, on prend dans le bon sens, et celui au milieu, on prend dans le contre-sens. C'est un peu EDMED en ce moment, c'est hyper compliqué à utiliser. Ce que je voulais dire avec cette slide, c'est que, autant qu'on a vu ce matin avec Arnaud, qu'un UDIDI ne peut pas être associé avec deux Basic UDIDI. Un Basic UDIDI ne peut pas être associé avec deux SRN. Okay, il n'y a aucun lien possible en EDMED entre deux SRN pour un enregistrement d'un Basic UDIDI et un UDIDI. Il faut recréer, si vous voulez changer votre SRN, il faut recréer un nouveau enregistrement pour le même dispositif, mais un nouveau enregistrement. Nouveau enregistrement, ça veut dire nouveau Basic UDIDI, nouveau UDIDI et donc nouveaux étiquettes. Et donc, c'est ce qu'on veut faire maximum, c'est minimiser le nombre de changements de SRN, car c'est un impact hyper important sur la chaîne logistique. C'est un impact hyper important sur les consommateurs des dispositifs qui eux-mêmes, de mon avis, veulent qu'un UDIDI et un GTIN restent stables. Parce que si nous on change, il faut que tout le monde change dans leur système informatique aussi. Donc, à retenir, si vous changez d'SRN, il faut obligatoirement changer de Basic UDIDI et changer de UDIDI et donc changer vos étiquettes. OK? Pour exactement le même produit. Donc, il y a certains champs dans EDMED qui sont obligatoires, certains qui ne sont pas obligatoires, certains qui sont modifiables et certains qui ne sont pas modifiables. Ce n'est pas du jour 1 égale B ou 1 égale 2. Il y a deux qui sont fixes, qui sont normales. Il y a le statut de l'opérateur économique. Est-ce que vous êtes fabricant? Est-ce que vous êtes représentant? Est-ce que vous êtes importateur? Ça, c'est normal qu'on ne peut pas le changer car c'est une partie du SRN. Si vous avez vu, un SRN, c'est l'identifiant acteur. Donc, MF pour manufacturer, IA, je pense, pour importateur, AR pour authorized rep. Deuxième partie, c'est le pays. Donc, pour la France, ça va être FR. Et après, il y a un numéro qui est généré par EDMED. Donc, les deux premiers dans ce tableau, on ne peut pas le changer, c'est normal. Si on change de pays, si on change de statut, il faut d'office demander un nouveau SRN.
Le dernier, c'est assez intéressant parce qu'en France, on n'a qu'une seule autorité compétente. Par contre, en Allemagne, il y a une trentaine. Donc, on peut bouger en France du nord vers le sud sans avoir besoin peut-être de changer des CRN. Par contre, en Allemagne, si on ne peut pas changer d'autorité compétente, on ne peut pas. Et donc, comme on veut de l'harmonisation avec cette réglementation, la Commission européenne, heureusement, on dit que si les autorités compétentes en Allemagne, s'ils sont d'accord entre eux, ils acceptent qu'on peut changer d'autorité compétente au sein du même pays sans avoir besoin de changer des CRN. Donc, ça, c'était un petit victoire qu'on a eu. Par contre, il y a 3 éléments qui ne sont pas obligatoires, mais qui ne sont pas modifiables. Le numéro de TVA, le numéro EURI, E-O-I-R-I en français, et le numéro d'enregistrement national. Ceux-ci ne sont pas obligatoires. Certaines autorités compétentes ne demandent pas. Par contre, certains le demandent de façon obligatoire. Même si au sein de la Commission européenne et au sein de EUDAMED, ce n'est pas obligatoire. Les autorités compétentes, quand vous faites votre demande, vont demander que vous remplissez ces champs. Donc en France, on voit que le numéro de TVA est parfois demandé. Ce qui est problématique, parce que ça veut dire que dans un pays où ces éléments ne sont pas demandés, les fabricants peuvent changer sans souci et garder le même numéro d'SRN. Par contre, en France, là où c'est peut-être demandé, si on veut changer de numéro de TVA au cause d'une optimisation d'impôts, ça se passe. C'est pas possible. Et donc, on a soulevé ça aussi vers la Commission européenne. Et les Commissions européennes sont ouvertes à ouvrir à nouveau ces champs pour que ce soit modifiable avec l'accord des autorités compétentes. Donc, encore une petite victoire. Par contre, je reviens sur le fait que dans la documentation qui était fournie par la Commission européenne, dans les documentations, c'était marqué que ces champs étaient modifiables, mais en pratique, quand on rentrait dans le système, ce n'était pas. Donc, encore, on découvre des bugs. Et c'est nous qui le soulève vers la Commission européenne pour essayer de tirer ça au plus clair pour tout le monde. Donc, il y a pas mal de champs qui sont modifiables, heureusement. Donc, on peut, comme j'ai dit, changer d'adresse. On peut partir du nord vers le sud de la France sans souci, en gardant le même SRN. Nous, au sein de ma société, on a eu le cas de figure, notre adresse a changé. On était numéro 24, pardon. On était numéro 24 et de notre rue, on est redevenu numéro 1500 à cause du parc du business qui a dit on va tout changer les numérotations de la rue. Pour nous, ça aurait impliqué un changement d'SRN si EUDAMED existait à l'époque. Donc, on a soulevé ça à la Commission européenne. Nous, on n'était pas fautifs dans cette expérience. C'était un changement dehors de notre contrôle. Ils ont dit, OK, on laisse cette champ modifiable. Donc, il y a plusieurs champs au sein d'EUDAMED qui sont modifiables. Ce qui est super important, c'est que certains de ces éléments doivent être modifiés dans les 7 jours d'un changement. Alors, qu'est-ce qui est le déclencheur de ce changement? Ça, c'est difficile à dire, car une fusion, une acquisition est tellement fluide que c'est très, très difficile de dire quel est le J1, J2 ou J3. Donc, c'est vraiment à vous, s'il y a un changement nécessaire, documentez ça bien, que cet élément est l'élément déclencheur. Et dans les 7 jours, j'ai pu modifier à temps ces éléments. Je vois ça très, très bien venir dans un audit où ça n'était pas modifié, ou c'était modifié, mais peut-être une fusion a été déclenchée peut-être quelques mois avant. Donc, surtout faites attention à ça, documente-le dans votre système de qualité.
Okay. Je ne vais aller pas dans tous les détails de ce tableau, ça va être mis à disposition de tout le monde. Après, ce que je voulais dire, c'est que dans le cas de figure où on a acquis le GCP pendant une acquisition, donc une acquisition, ça peut être tout. Ça peut être, on rachète une société en totalité, les murs, les gens, les systèmes informatiques, le GCP, tout. Là, je dirais que c'est le plus facile au sein d'Audemed parce qu'il y a pas mal de champs qu'on peut éditer, modifier sans souci. Donc, mais c'est très, très important pendant la phase d'audit, au début d'un projet d'acquisition, de regarder cette cas de figure. Est-ce que j'aurai le GCP ou pas? Est-ce que j'aurai l'accès à l'enregistrement dans Audemed? Nous, on a fait une acquisition d'une boîte dans la chirurgie optique il y a quelques années. Heureusement, on a acheté toute la société en totalité, même si ça appartenait à un groupe mondial. Et donc, en achetant cette société tout en entier, on a pu modifier les enregistrements qui étaient déjà existants aux US. C'était pas lié d'une façon ou d'une autre vers le parent. Donc, si vous achetez une société, faites très attention que vous achetez dans la totalité et pas une petite structure qui est liée avec des enregistrements au niveau parent du société. Si vous avez le GCP, si vous n'avez pas besoin de changer la SRN, vous pouvez garder vos Basic UDIDI et UDIDI pendant un certain temps. Donc, ça vous permet de planifier tout changement niveau d'étiquetage. Si vous avez besoin de changer le nom du fabricant ou quoi que ce soit sur les étiquettes, vous pouvez le planifier. Donc, c'est ça la beauté si on n'a pas besoin de changer la SRN. Si on a besoin de changer la SRN, il faut tout changer. Il faut changer les ID de base, UDID et les étiquettes en conséquent. Donc, c'est vraiment le plus simple si on arrive à garder le SRN. Une question aussi, c'est il faut rester très proche des organismes notifiés. Parce que niveau certification des DM, beaucoup peut changer pendant une acquisition et une fusion. Donc, restez proche au maximum avec votre organisme notifié. Ce qu'on a vu, je veux le souligner ici, c'est que les auditeurs des organismes notifiés apprennent au même temps que nous. C'est un sujet qui est super compliqué. Nous, on est toujours en train d'apprendre UDI, Audemed. Il y a beaucoup de flou qui existe encore. Les auditeurs chez les organismes notifiés, c'est pareil. Donc, il y a certains qui ont plus de connaissances que d'autres. Il y a certains qui ont des idées, voire des a priori. Qu'il faut parfois rééduquer, faire du pédagogie pendant les audits. C'est pas simple, mais comme c'est un domaine que tout le monde découvre, il faut faire attention avec ça. La raison pourquoi je parle de ça, on a eu un cas spécifique qui était soulevé vers MedTech Europe, où un auditeur d'un organisme notifié, que je ne vais pas le nommer ni la société, a exigé que le GCP doivent être pareils et appartenir au fabricant légal, ce qui n'est pas nécessaire. GCP, le Global Company Prefix, peuvent appartenir à un groupe et un groupe peut utiliser ça au sein de leur groupe comme ils veulent. Ils ont je dirais pas comme ils veulent, mais en suivant les Gen standards, les Gen spec. Donc, nous, on a un bon exemple au sein de J&J. On a Listerine, qui est parfois un dispositif médical vendu en supermarché. Je ne vais pas rentrer dans la complexité des codes barres parce que c'est vendu en grande surface, mais c'est un DM. Le GCP appartient à Johnson & Johnson Santé Beauté France. Par contre, le fabricant légal, c'est Johnson & Johnson Healthcare en Allemagne.
Donc, on a une autre société de notre groupe qui utilise un GCP dans une autre partie de notre groupe. Et c'est tout à fait acceptable. Par contre, la société qui a eu cette remarque pendant une audit a eu beaucoup de mal à expliquer ça à l'auditeur. Donc, l'auditeur a vraiment campé sur sa position en disant que non, le GCP doivent appartenir au fabricant légal. Donc, il y aura, surtout au niveau fusion-acquisition, il y aura des questions comme ça qui vont arriver. Donc, prendre ça en compte. Là où c'est beaucoup plus délicat, c'est quand il y a une fusion-acquisition, vente d'une gamme de produits, peut-être vente d'une propriété intellectuelle, là où on n'acquit pas le GCP. Là, ça devient très problématique dans un très court délai. Le problème d'abord, c'est que le GCP, dans les GenSpec de GS1, on doit changer les GTIN dans les 12 mois, si je ne me trompe pas. Donc déjà, ça c'est mettre le chrono dès le départ. Deuxième point, si on a acquis une gamme de produits qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui avait déjà enregistré cet produit dans Eudamed même, on ne peut pas transférer leurs enregistrements vers notre SRN. Il faut soit on utilise notre SRN, recréer des enregistrements des DM sous notre SRN, et ensuite nouveau étiquette et tout ça. Soit peut-être on a besoin d'un SRN, peut-être on n'a pas. Là, il faut aussi prendre en compte que parfois ça peut prendre du temps. On a vu avec certaines autorités compétentes que ça peut prendre plusieurs mois d'avoir une SRN validée. Et il y a encore des autorités compétentes dans certains pays qui ne valident pas certains types d'SRN. En Allemagne, il n'y a pas toutes les autorités compétentes qui valident les systèmes nécessaires, je pense. Oui, des producteurs des systèmes nécessaires. Donc, il y a certains producteurs de systèmes nécessaires qui ne peuvent pas avoir une SRN pour l'instant. Donc, c'est aussi pour que certains hésitent à utiliser Eudamed pour l'instant. Donc, si on a besoin de créer un SRN pour enregistrer nos dispositifs, ça prend du temps. Basic UDIDI, la création de Basic UDIDI, générer des étiquettes aussi, ça prend du temps. On avait la question tout à l'heure, combien de temps ça peut prendre? Ça peut prendre des mois. Donc c'est super important de prendre ça en contexte lors du début d'une fusion-acquisition. Ce que je dirais aussi, c'est qu'on n'a pas du tout testé le module vigilance. Je pense que, comme je dis tout à l'heure, le module vigilance va nous apporter quelques surprises. Surtout que si on avait un DM qui est original, qui est sur le SRN original, le nouveau société a enregistré son nouveau DM sur son nouveau SRN. Comme il n'y a aucun lien entre deux SRN, les DM enregistrés sur des SRN différentes, niveau traçabilité, on a tout perdu. Donc, tout l'historique, niveau vigilance, on a perdu. Le lien est cassé. Donc, c'est aussi pour que si les autorités compétentes voient qu'il y a une possibilité de garder un SRN plutôt qu'exiger un nouveau SRN, il faut y aller comme ça parce qu'on peut garder la traçabilité au sein d'Eudamed, on peut garder la traçabilité niveau vigilance pour les autorités compétentes et on peut garder la traçabilité pour nos patients et nos consommateurs aussi. Donc, à prendre en compte. Dernière partie, encore rester très proche de vos organismes notifiés car les certifications peuvent devenir invalides très vite vu que le fabricant légal a changé. Donc, encore, il y a un chrono qui démarre dès que la fusion est actée. Et il faut travailler dans l'urgence.
On a dit que c'est urgent de commencer de travailler sur EUDAMED UDI. Dans le cas de figure de fusion-acquisition, c'est encore plus urgent. Donc pour terminer, même si c'est compliqué, on craignait le pire. On craignait vraiment que avec une fusion-acquisition, ce serait impossible de garder un GSIN, de garder un Basic UDI lors d'une acquisition, lors d'une fusion. Mais en fait, il y a des possibilités pour qu'on puisse garder nos enregistrements sans toucher les étiquettes tout de suite. Donc, on pensait vraiment qu'on allait avoir besoin de réagir dans l'urgence. Mais si on fait bien, si on travaille bien avec les deux partenaires, on peut continuer sans souci avec les produits existants et planifier tout changement après. Mais un élément clé, c'est vraiment le contrat entre les deux parties. Donc, le parti vendeur, le parti qui va acheter cette société. Et c'est encore plus important dans l'achat d'une gamme de produits. Prendre en compte dans les contrats entre les deux parties tout ce qui est vigilance. Parce que dès que le nouveau enregistrement est fait pour le même DM, mais un nouveau enregistrement, le nouveau société ne peut pas toucher les anciens enregistrements. Donc, qui maintient quoi, quand et comment. Donc, le module vigilance, ça va être un module très clé pour tout le monde. Le préfixe entreprise GS1, GCP, l'élément clé. Je dirais aussi que les enregistrements eux-mêmes sont bien à prendre en compte aussi dans une acquisition. Donc, il faut vraiment voir la société en totalité. Qu'est-ce qu'on a acheté, qu'est-ce qu'on n'a pas acheté, et quelle est l'implication réglementaire aujourd'hui, demain, dans 6 mois, dans 12 mois. Donc, le parti amont de fusion, il faut vraiment pas prendre à la légère. Il est fortement recommandé de tester tout scénario de fusion-acquisition dans la base de test d'EUDAMED. Je sais que tout le monde n'a pas accès en ce moment, mais on a demandé à tout le membre de MedTech Europe qui a accès au système d'y aller dedans, tester autant de scénarios que possible, soulever les bugs, soulever les problématiques qu'on voit pour qu'on puisse envoyer ça chez la Commission européenne, chez le Helpdesk, soulever pendant les réunions à MDCG quand on est parfois invité. Donc, si vous avez accès, n'hésitez pas à communiquer les résultats de vos tests, vos observations, et nous, on peut partager ça avec la Commission européenne. Malheureusement, ce n'est pas ouvert à tout le monde, mais comme j'ai expliqué, la base de test va devenir accessible pour tout le monde mi-l'année prochaine si le calendrier de EUDAMED ne bouge pas d'ici là. Donc, à ce moment-là, tous fabricants, petits, grands, moyens, peuvent commencer à tester dans le système en préparation de leur lancement. Voilà. Merci beaucoup, Kevin. Attends, pas tout de suite. On va peut-être juste repréciser une chose pour le GCP, pour les non-adhérents. En fait, les adhérents savent ce qu'est en effet le GCP. Pour les non-adhérents, lorsque vous adhérez chez GS1, la première chose qu'on va vous communiquer, c'est un GCP, un GS1 Company Préfixe, qui va vous permettre d'identifier votre organisation. Donc, ça va être le numéro de passeport, le numéro de carte d'identité de votre organisation. Et ça va être un préfixe qui va être réutilisé pour identifier, codifier tout ce que vous allez avoir besoin de codifier à l'aide des standards GS1. Donc voilà un élément vraiment structurant, très très important, en effet, ce fameux GCP qui est au cœur de tous les standards. Quand on pense au GTIN, le GTIN embarque le GCP dans la série de chiffres. Merci beaucoup. Alors on est un petit peu juste au niveau du temps, mais il y a peut-être une question. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, sinon on a une question dans le chat qui est arrivée.
Il y a une question qui est arrivée. Vous disiez qu'en cas de transfert, rachat de produits, nous pouvions garder l'UDI pendant 12 mois. Sur quelle base réglementaire est-ce que vous vous basez? C'est basé sur les standards GS1. C'est pas du tout basé au niveau réglementation. Donc, les réglementations priment d'abord devant les specs GS1. Donc, oui, c'est ça. En fait, il est bien noté dans la réglementation que à partir du moment où une organisation adhère à une entité d'attribution comme GS1, cette organisation s'engage à respecter les règles de l'entité d'attribution, donc GS1, mais bien évidemment sans supplanter la réglementation qui prime toujours. ouais, exact. C'est ça. Ouais. Très bien. Merci beaucoup.